Pour moi, un bon gaulliste est quelqu'un qui déteste Chirac. Un type qui a voté oui à Maastricht n'est pas un gaulliste, c'est clair. La dernière fois que le peuple a été le souci d'un chef de l'État, ça a été De Gaulle au pouvoir. Un Macron qui, lui, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, c'est à chaque fois qu'il perd une élection, il dit qu'il la gagne. Ce monsieur est dangereux pour la nation, il est dangereux pour le peuple qu'il méprise, il est dangereux pour l'histoire de France. Et c'est entre gens de l'arc républicain que tout se joue. Les Gilets jaunes, on leur a dit, on vous arrache des mains, on vous arrache des yeux, et puis vous allez repartir chez vous parce qu'on a mis les blindés dans la rue. Donc c'est comme ça qu'on vous répond. Bonjour Michel. Bonjour Maxime. Ravi de vous retrouver. On va parler, on le fait régulièrement quand on sort un numéro, on va parler du nouveau numéro de Front Populaire, le numéro 18 qui s'intitule « Dissolution du peuple » avec pour sous-titre « La démocratie confisquée ». Vous avez dit récemment, on l'a publié sur les réseaux sociaux, qu'on avait eu un peu le nez creux en faisant cette revue parce que c'était un moment charnière au moment de la dissolution. C'est une revue qui est globalement consacrée à la question du populisme. On a essayé de prendre un peu de hauteur de champ sur la politique macronienne contemporaine, mais c'est quand même dans l'actualité. Quand vous dites qu'on a eu le nez creux à Front Populaire au moment de cette dissolution, est-ce qu'il faut comprendre que on pouvait anticiper de toute façon que Macron allait contourner le vote pour les législatives? Est-ce que Macron est si prévisible que ça, qu'on pouvait se dire de toute façon, que ça soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, on vite les populistes de gauche ou les populistes de droite qui arrivent devant, en nombre de voix, en nombre de sièges, il allait de toute façon trouver une combine pour récupérer le pouvoir à la fin? Oui, c'est le moins malin, lui, des autres. Il est moins malin que les autres. C'est-à-dire que les autres font ça peut-être un peu plus finement, mais je dirais que la date de naissance, on a le nez creux depuis 20 ans. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que on a pu constater que quand en 2005, presque 20 ans, oui c'est ça, en 2005 on dit aux Français, qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous vraiment que l'Europe devienne vraiment encore plus l'Europe? Et là les gens disent, ah non, stop, ça suffit, là, vraiment, et assez massivement. Et là, la droite et la gauche, que j'appelle maastrichtienne depuis, disent, ah mais le peuple s'est trompé, il a mal voté, on a fait un référendum, mais finalement, c'est pas ce qu'il faut faire autre chose. Là pour le coup, il est dit dans la Constitution que la démocratie, c'est le pouvoir ou la République, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, soit directement avec le référendum, soit indirectement à partir de ses représentants. Mais c'est soit. C'est pas les deux. C'est pas on essaie avec le référendum, puis quand ça marche pas, on essaie aussi avec les représentants. Quand on choisit le référendum, on écoute le référendum. Et donc les gens ont compris maintenant ce que c'était que l'Europe. Et là, plus encore avec ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que alors Macron, lui pour le coup, petit garçon en tout, hein, donc il était malin. Mitterrand, il était capable de faire de telle sorte que ça ne se voit pas. Un peu moins malin, Hollande et Sarkozy. Jamais Chirac et Mitterrand n'auraient fait l'objet d'une couverture où ils se seraient marrés comme des cochons sur Paris Match. C'était le cas quand il a fallu tuer Balladur. Mais ils n'auraient jamais exposé ce genre de choses. Et puis après, ça a dégringolé avec un Macron qui, lui, et c'est gros comme le nez au milieu de la figure. C'est à chaque fois qu'il perd une élection, il dit qu'il la gagne. Quand il a dit à un moment donné, premières européennes, je crois, de son mandat, il faut pas que le Rassemblement national gagne, ce serait terrible, ce serait le nazisme, ce serait etc., etc. Le Rassemblement national gagne. Il dit quoi? Élément de langage. Il dit, nous avons gagné de si peu que ça s'appelle ne pas perdre. Et il a dit, on est deuxième, mais c'est bien la preuve qu'on est les premiers. Et ça commence, cette histoire il y a un arc républicain, et c'est entre gens de l'arc républicain que tout se joue. Alors on peut être de droite, on peut être de gauche, mais dans l'arc républicain. Sous-titré, maastrichtien. Arc républicain, ça veut dire ça. Et ça veut dire... On appelle l'extrême centre, le plus souvent. Oui, moi j'aime pas cette expression. Ah oui? Je crois qu'elle est de Jean-François Kahn, qui s'est approprié pas mal d'expressions qui n'étaient pas forcément de lui, mais extrême centre, normalement ça génère un oxymore, alors que là il n'y a pas d'oxymore. On a vraiment l'impression que c'est le centre et qu'il campe vraiment sur des positions fermes. Non, c'est pas ça. Je vais développer le concept, j'en ferai un petit livre pour nous, et je vais développer un concept qui fera pièce à ce faux concept d'extrême centre. Je vais pas donner mon concept, il va être utilisé, etc. Ça paraîtra un jour, ce sera le titre du livre. Mais il se passe autre chose. Il y a une espèce d'impérialisme de l'État maastrichtien, avec son drapeau, avec sa langue, avec véhiculaire, avec sa monnaie, avec sa culture, avec son idéologie, etc. Avec ses racines. Le personnalisme d'Emmanuel Mounier, qui sont des gens vichistes, un certain Hubert Beuve-Méry, qui est à l'école d'Uriage, qui forme les cadres de Vichy et qui, comme par hasard, devient le patron du monde, etc., etc. C'est-à-dire que on peut voir comment finalement il y a un mépris du peuple depuis au moins 1992. Mais oui, 1992, je pensais que j'allais dire 1792, j'avais dit. Mais on pourrait remonter très en amont. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on veut faire par exemple une histoire des jacqueries,
Et tu as fait un travail formidable pour le numéro en contactant quelqu'un qui a fait 500 pages sur ce sujet. Et justement pour expliquer qu'il y a eu des jacqueries, qu'à chaque fois, pan. Il y a eu les bonnets rouges, pan. Les gilets jaunes, pan. Les agriculteurs, pan. Les gens qui votent, pan. Les référendums, pan. À chaque fois, il s'en prend plein la figure, le peuple. Et à chaque fois, on lui dit, vous avez mal voté. Attendez, il va se passer ceci, il va se passer... Les paysans, vous êtes gentils, vous avez un salon bientôt, vous n'avez pas cassé votre propre salon. Donc on fait le salon, puis après on en reparle. Il y a eu le salon, on n'en reparle pas. Et donc, les gilets jaunes, on leur a dit, on vous arrache des mains, on vous arrache des yeux, et puis vous allez repartir chez vous parce qu'on a mis les blindés dans la rue. Donc c'est comme ça qu'on vous répond. Et donc il y a effectivement un mépris du peuple, mais 1793, quand la Révolution française a eu lieu, qu'on a nationalisé les biens du clergé, qu'on a commencé à vendre les biens du clergé. Ah, mais il y a de l'or à vendre, ça a été fondu, mais il y a de l'or. Il y a des châteaux à vendre, donc à acheter. Il y a des œuvres d'art, etc. Allez, tout le monde peut acheter. Ah oui, évidemment. Les paysans, les artisans, les petits commerçants, les pauvres, ils vont acheter les châteaux. Non, ce sont les commerçants qui achètent, les bourgeois. Donc la Révolution française, c'est une révolution de bourgeois. La révolution... L'égalité formelle, quoi. Pardon ? C'est l'égalité formelle. Oui, c'est ça. Marx parlera d'égalité formelle. Fraternité. C'est que tout le monde est égaux. Ben, c'est ça. Et le type qui lui dit, moi, je suis paysan, et la liberté, qu'est-ce que vous allez me raconter? Liberté, l'égalité, la fraternité, c'est quoi? Et lui, il dit, je pense à Jacques Roux, à d'Olivier, à d'Oléan, enfin tous ces curés rouges, ceux qu'on appelait les curés rouges, qui disent, mais les paysans, ils veulent du pain pour manger, ils veulent du savon pour se laver, ils veulent de la chandelle pour pouvoir s'éclairer, ils veulent du lait pour leurs enfants, c'est ce qu'ils demandent. Ils disent, mais république, monarchie, on a juste changé de maître. Ça, c'est, disons-le, Jacques Roux, ça, c'est la gauche anarchiste de l'époque. Oui, on peut dire ça. Oui. Kessel les avait appelés les gauchistes de 89. Mais les anarchistes, c'est compliqué. C'est pas Proudhon. C'est Bakounine, mais c'est pas Proudhon. Hein. C'est un certain type d'anarchie russe et allemande, hegelienne d'une certaine manière par la suite, mais les Français sont moins fascinés par ça. Les Français sont, Proudhon par exemple, est plus fasciné par les Girondins. C'est plus compliqué encore, hein, je vais vite là-dessus, mais c'est comme ça que ça se passe. Et simplement on se dit, que fait Robespierre? Le peuple. D'abord, le peuple, P majuscule, Rousseau. Eh bien, le petit peuple, P minuscule, il l'envoie se faire décapiter. Et c'est comme ça. Les jacqueries, la Révolution française, Napoléon. Moi, je suis pas contre, je suis contre ceux qui ne veulent pas qu'on fête Napoléon, qu'on célèbre, qu'on commémore Napoléon. Oui, vous en faites pas une idole transhistorique. C'est l'histoire. On fait juste de l'histoire. Simplement, il y a les pour, il y a les contre. Alors, ça suffit pas de dire c'est un dictateur, nanana, etc. Mais non, il n'a pas été dictateur parce que... Faisons de l'histoire. Le peuple, c'était quoi au moment de l'Empire? Le peuple s'en prenait plein la figure aussi. Le peuple, on lui a dit, allez hop, vous allez sur le front russe. Vous allez faire la guerre, vous allez faire toutes les guerres d'Europe. Il a fait des millions de morts. Et des petites gens, là, à ce moment-là. Donc, là encore, le peuple s'en prend plein la figure. La dernière fois que le peuple a été le souci d'un chef de l'État, ça a été De Gaulle au pouvoir. Le peuple, ça a été le souci de Mitterrand dans l'opposition. Et quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a totalement oublié le peuple. Le petit peuple, qui lui est allé, pour le coup, chez Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen d'abord, puis Marine Le Pen ensuite. D'où Terranova, socialiste, strauss-kahnien, qui pondent un texte en disant, bon, les pauvres, les prolos, les blancs, ils sont racistes, ouvriers, etc., ils sont racistes, ils sont xénophobes, ils sont homophobes, etc. Ils sont partis chez Le Pen. On pourra rien faire, laissez-les partir. En revanche, créons un peuple de substitution. Et là, on a détesté le petit peuple, et on a dit on va fabriquer un peuple avec, alors pour le coup, des différences sexuelles, des différences raciales, des différences ethniques, des différences de sexe, des différences, etc., etc. Et on a dit le transsexuel, le créolisé, enfin tout ce qu'on voudra, ça va fabriquer un peuple. Les néo-féministes qui détestent les hommes, etc. C'est-à-dire pas Simone de Beauvoir. On va fabriquer un peuple, et c'est avec ce peuple-là qu'on va pouvoir être élu. Disent les strauss-kahniens. C'est ce que dit Mélenchon. Mélenchon dit je reprends Terranova, grand think tank de gauche libérale, de gauche maastrichtienne, et Mélenchon fait son programme politique. Alors il appelle ça créolisation, il appelle ça Édouard Glissant, etc. Comme les gens sont incultes, qui n'ont jamais lu Édouard Glissant, ils se disent là encore, c'est une belle idée. Ben oui, bien sûr que le métissage, c'est une belle idée. Mais c'est pas du métissage qu'il nous vend. C'est de la destruction du pays, c'est de la destruction de la culture. Le métissage, c'est formidable. Quelqu'un de couleur qui est deux, qui faut un petit bébé, etc. Il y a rien oui, parce qu'il n'exclut pas tout à fait la violence, il me semble, Édouard Glissant. C'est même qu'à un moment donné, il dit, sur le papier, on devrait pouvoir créoliser sans violence. Mais dans l'histoire, non, il dit dans l'histoire, ça n'a jamais eu lieu. Bah oui. Et il donne comme exemple, c'est un truc incroyable, mais les gens n'ont pas lu Glissant, mais il donne comme exemple, on dit, mais alors, où créolisation réussie? Il répond Brésil. Il est cinglé. C'est-à-dire, il dit le Brésil, mais qui a envie d'aller au Brésil? Moi, quand je suis allé au Brésil,
Je n'ai jamais vu, si, il y a des endroits où j'ai vu quand même de la pauvreté, mais une pauvreté. On m'a dit à un moment donné, alors je passais dans une rue avec quelqu'un, on dit, ici la favelas, pauvreté incroyable, et puis là, de l'autre côté, derrière le mur, le patron de la presse, qui est un milliardaire total, voilà, il y a une paupérisation totale. On dit, non, c'est ça la créolisation. Des ghettos de blancs, et avec des miliciens qui gardent la propriété du patron, et puis de l'autre côté, des ghettos de gens de couleur dans lesquels vous risquez de perdre votre peau. Et moi j'ai dit, j'irais bien faire un tour, on dit, non, jamais de la vie. Non, oui, c'est dangereux le Brésil. Si on n'a rien à se faire voler, évidemment, si on a des trucs, ils nous regardent, ils nous toisent, ils disent la montre c'est tant, l'appareil photo c'est tant, le téléphone portable c'est tant, le jean c'est tant, etc. Donc ce type il coûte de 500 €, donc on va le dépecer. Oui, mais si on y va en se disant de toute façon on va rien me voler, j'aurai rien. On enlève son alliance, on enlève sa bague, on enlève je sais pas quoi. On vient pas avec un téléphone portable, un iPhone ou ce genre de choses. Et puis éventuellement sans jean marqué. Et puis voilà, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Pas vous égorger. Donc il y a cette paupérisation qui a lieu en permanence dès qu'on est dans une espèce de socialisme libéral, et à chaque fois c'est le peuple qui fait les frais. Alors justement c'est intéressant parce que vous avez parlé de De Gaulle, qui effectivement, ou du moins c'est votre point de vue, le seul qui a plus ou moins respecté le peuple. On a un nouveau Premier ministre qui s'appelle Michel Barnier, et on a parlé tout à l'heure de Maastricht et du TCE en 2005. Il y en a un qui a voté oui à Maastricht et oui en 2005, c'est Michel Barnier. Bien sûr. Pour autant, il est présenté comme un gaulliste, historique même, vieux gaulliste, parce que il a quoi, il a 75 ans, Barnier, quelque chose comme ça. Oui, c'est le plus vieux Premier ministre. On le présente comme un gaulliste. Il se présente comme un gaulliste. Alors parfois il est malin, il dit je suis de culture gaulliste, ou alors je viens du gaullisme social, parce que je viens de... Je sais pas si j'y suis toujours ou pas, donc c'est un peu subtil. Gaulliste social, Michel Barnier? D'abord, je me méfie des gens qui disent gaulliste social, parce que gaulliste, c'est social. Donc, pourquoi ce pléonasme et pourquoi cette redondance? Le gaullisme est social. La participation, l'association, l'association du capital-travail, etc. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose est que, pour moi, un bon gaulliste est quelqu'un qui déteste Chirac. Et les gens qui se disent gaullistes quand ils ont été chiraciens, je dis excusez-moi, mais non, quoi. Quelqu'un qui dirait moi je suis de gauche et je suis mitterrandien, je dirais ben non, il va falloir choisir Mitterrand jusqu'en 83 si on veut, mais il y a un moment donné où les ennemis du général de Gaulle se trouvent à droite. Alors je parle pas du PC, je parle pas du PS, etc., parce que c'était rabique chez eux, mais je veux dire les gens qui commencent à dire au moment où de Gaulle dit il faut répondre à mai 68 par la participation, ou des gens commencent à dire non, ce type est devenu fou, le geste est fait par Pompidou, dit Lacouture, dans son troisième volume de la biographie monumentale qu'il fait du général de Gaulle, et Pompidou et les Pompidoliens disent il faut se débarrasser de ce type. Mais la droite d'argent n'a jamais vraiment aimé de Gaulle, c'est moins qu'on puisse dire. Oui. Et bien sûr, mais il est un lecteur de Péguy, de Gaulle, et notamment de l'argent de Péguy, et il sait très bien que effectivement, il n'a pas la bourgeoisie d'affaires avec lui, il a le petit peuple, général de Gaulle. Il n'a pas les journalistes, il n'a pas la presse, il n'a pas le capital, il n'a pas les capitalistes, il n'a pas la bourgeoisie, qui préfère aller du côté de Le Canuet. Jean Le Canuet, c'est le client de la bourgeoisie. Puis après, ça va être Giscard d'Estaing. Il y avait des petites personnes que personne ne connaissait, tout le monde ignorait ces gens-là à l'époque, qui s'appelaient, alors Georges Pompidou quand même, Premier ministre, mais Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, qui sont devenus Premier ministre, et puis qui sont devenus chefs de l'État. Giscard n'a pas été Premier ministre, mais qui sont devenus chefs de l'État. C'est-à-dire les gens qui ont tué de Gaulle ont quand même été bien payés, puisque Pompidou est devenu président de la République, Chirac est devenu président de la République, Giscard est devenu président de la République, après avoir tué de Gaulle, et après avoir, c'est plus insupportable, après avoir dit qu'ils étaient gaullistes. Et on voit Chirac arriver dégingandé, là, en faisant le signe 5e République, et des portraits du général de Gaulle immenses, des portraits de quoi, le Croix de Lorraine, etc. Nous, les gaullistes, etc. Mais non. C'est un type qui a voté oui à Maastricht, n'est pas un gaulliste, c'est clair. Les gaullistes historiques, vraiment, qui se réclamaient du général, c'était Séguin qui a voté non, qui était même un personnage emblématique du non à Maastricht, que j'ai d'ailleurs rencontré à cette époque-là. J'avais, je sais pas quel âge, mais enfin, j'étais pas bien vieux. Et tous ces gens qui nous disent je viens du gaullisme, tu as raison de dire que quand on en vient, c'est qu'on n'y est plus. Et donc, il en vient pour être où? Il est où? Il est chiracien, donc Chirac, c'était le contraire du général de Gaulle. Ça a été l'enterrement de première classe du général de Gaulle. Et alors justement, Barnier, ça a été évidemment beaucoup rappelé, parce que c'est vrai c'est lui qui a négocié le Brexit, donc il s'est vraiment fait connaître de beaucoup de gens à ce moment-là, mais les gens l'avaient un peu oublié. Et je me souviens d'une interview que j'ai retrouvée il y a pas longtemps, où il parle avec... C'est en 2005, c'est avec LCI.
et on lui pose des questions sur le référendum qui vient d'avoir lieu. Les Français ont voté non. Il est un peu déçu et il dit oui, bon, après c'est un texte très important sur lequel on a travaillé pendant des années. Il y avait des choses très importantes dans cette Constitution. Il faudra bien que ça revienne au goût du jour. C'est pas par la porte ou par la fenêtre, c'est pas ces mots, mais d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, faudra peut-être qu'on ressortira l'extrait. C'est assez éloquent. Bon, évidemment, on a parlé tout à l'heure de 2008. C'est un peu ce qui s'est passé. Oui. Mais Barnier, il vote oui à Maastricht et en 2005. Bien sûr. Et quand les gens disent mais il a négocié le Brexit, mais il ne précise pas qu'il a négocié le Brexit pour qu'il y ait le moins de Brexit possible. Pour dire il faut limiter les dégâts, donc on va vous donner un certain nombre de choses, mais vous allez nous donner des choses, vous n'allez pas partir complètement, vous allez, etc. C'est ça négocier. C'est pas se faire le facilitateur. C'était au contraire se faire le personnage qui empêche le Brexit d'avoir lieu. Les Anglais ont voulu, eh bien voilà, on coupe tout. Et puis quand on se dit c'est un divorce, et on se dit bon ben voilà, on va séparer les choses et puis ça va être clairement fait. Pas du tout. Là, c'était rester, si on vous donne ceci, si on vous donne cela, mais alors vous pourriez nous laisser ceci, puis on garderait ceci, on garderait cela. La négociation n'a pas été une négociation de facilitateur. Ça a été quelqu'un qui a mis un temps fou, enfin qui s'est débrouillé pour qu'il y ait un temps fou entre le Brexit et puis le fait de l'effectivité du Brexit. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas frexiteur, qui n'est pas brexiteur, c'est évident. Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas la composition du nouveau gouvernement. Comment vous regardez ça, vous, globalement, sachant que dans le numéro, vous faites un éditorial où vous retracez un peu l'histoire de la gauche au sens large et surtout la confrontation entre une gauche autoritaire de long terme et une gauche plus autogestionnaire dont on parlait tout à l'heure. Et vous dites à un moment donné, finalement, ma gauche, moi, c'est plutôt celle de la démocratie directe, finalement, parce que dès qu'il y a de la représentation et du parlementarisme, il y a de la magouille, et à la fin, c'est toujours les mêmes qui l'ont dans l'eau, c'est vous le disiez tout à l'heure, le peuple est méprisé, on change de régime, on change de parti, on change de personne, mais voilà. Il faut que tout change pour que rien ne change, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous regardez là depuis qu'il y a eu la dissolution, les consultations, déjà Macron a passé des semaines à faire des consultations dans tous les sens pour avoir un Premier ministre, et maintenant qu'il y a un Premier ministre, le Premier ministre est en train de faire des consultations. Alors, les constitutionnalistes me diront, mais mon pauvre monsieur, ça se fait pas en 2 jours, enfin vous connaissez pas le droit constitutionnel, il y a des institutions, c'est normal, c'est le temps des institutions. Comment vous voyez ça? Moi, je pense que de toute façon, ils ont tout fait pour que le vote ne soit pas respecté. Quand je dis ils, c'est Macron et ceux qui acceptent le jeu. D'abord, c'est les dindons de la farce de la France insoumise et du nouveau Front populaire. Formidable de voir tous ces gens-là qui nous faisaient des grands cours, nous expliquaient qu'ils avaient gagné. Non, ils n'ont pas gagné. Eux aussi ont fait un coup d'État. Mais quand Mélenchon arrive à 8h10, comme Mitterrand, dans le performatif, vous avez voté oui à Maastricht. Et lui dit, nous avons gagné. Les résultats sont pas connus complètement. Et puis il a pas gagné. Il a gagné parce que on a ajouté des carottes, des navets, des choux, des pommes de terre, etc. Et puis il dit... Ils ont fait une coalition, ils sont arrivés premiers en nombre de sièges. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils ont aucun point commun et que d'ailleurs ils sont déjà en train de se tirer dans les pattes. Ils ont un point commun, c'est le club des légumineuses. Ils font partie de ceux qui estiment que ce qui les sépare n'est pas important, et ce qui les réunit, c'est l'essentiel. Ce qui les réunit, c'est la haine du Rassemblement national. C'est l'antifascisme, de leur point de vue. Eux disent antifascisme. Oui. La haine des gens qui votent le Front National, pour le Rassemblement National. Donc après, vous êtes pour le nucléaire ou vous êtes pour les éoliennes? Ah ben, on est pour les deux. Bon. Vous êtes pour le Hamas ou contre le Hamas? Ah ben, on est pour les deux. Vous êtes pour la Palestine ou vous êtes pour Israël? On est pour les deux. Vous êtes pour le féminisme ou vous êtes pour la côte de bœuf ou vous êtes monsieur du PC ou vous êtes pour être végane, Madame Rousseau, etc. Et là, on se dit, mais il n'y a pas de projet de société commun. Il y a juste un projet d'occuper des postes. Donc ça fait pas une majorité. Pardon, mais on l'a vu, la fête de l'UMA, c'est vrai qu'on aurait pu en parler aussi. Bon, c'était épiphénoménal par rapport à la France. Mais oui. François Ruffin, oui. qui est quand même pas le prototype du néofasciste, a priori, Somo tutti antifascisti, crié par les oui. gens à la fête de l'UMA, oui. et relayé par son ancien camarade Raphaël Arnaud, qui est député triple fiché S, comme on le sait, oui. qui est sur la scène et qui fait huer son propre ancien camarade en lui disant quand même t'es un peu un fasciste, François. Bah oui. Et moi, je trouve ça tout à fait normal. Enfin, en même temps, il refuse de venir ici depuis des années. Depuis des années, oui, on lui demande de discuter avec nous. En disant, François Ruffin, à part Raphaël Arnaud. Non. En disant que, effectivement, on fait une revue souverainiste et que on aimerait avoir des gens de gauche qui puissent parler, s'exprimer, etc. Nulle part, jamais de réponse, rien du tout. Alors là, d'un seul coup, il s'est fait élire avec les voix de la droite, donc il rend la monnaie de sa pièce à la droite, parce que à l'époque, les macroniens ont dit ah non, tout plutôt que le Rassemblement national, et tout, ça pouvait être Ruffin. Moi, j'ai même vu à un moment donné que Ruffin était battu. Et puis 10 minutes après, il est élu. Donc, mais j'ai cru qu'il était battu un temps quand j'ai vu l'information circuler.
Bon, il a été élu, puis d'un seul coup, il découvre qu'il s'est comporté en raciste. Ah oui, mais et la conscience, mon garçon, c'est des gens qui résistent en 46, en 47, quoi. On dit, mais la résistance, c'était bien le 18 juin 40, c'était pas juste après le 6 juin 44. Donc là, ça aurait été très bien au moment où vous défendiez, vous distribuiez ces tracts, de dire, ah non, moi je fais pas ça. Il l'a fait, ça l'a pas gêné à l'époque. Bon, maintenant que tout ça est loin et qu'ils aient fait élire en se déplaçant un peu et en disant, bon, je laisse la frange islamo-gauchiste, mais je m'approche des gens bien gentils, là, ceux avec lesquels on pourrait gouverner, on va s'entendre. On vient d'Amiens et du même lycée. Monsieur Macron, on l'a vu d'ailleurs à une époque, il s'entendait très bien. C'est comme Mélenchon. Quand il rencontre Macron, ces gens-là, c'est Marseille. Oui, c'est ça. On est tous copains quand même. Hein. On fait de la politique, c'est notre métier, c'est notre boulot, quoi. Et là, on se dit, mais il y a la possibilité de répondre très précisément à ce que les Français ont demandé quand on est chef de l'État gaulien ou gaulliste. Ou même Barnier, parce que l'autre, Macron, n'a jamais dit qu'il était gaulliste, mais Barnier dit qu'il est gaulliste. Eh bien, on se dit, il y a des gens du nouveau Front populaire, on les prend. Il y a des gens du Rassemblement national, on les prend. Il y a des gens de la Macronie, on les prend. Et il y a des gens qui n'ont pas voté, on les prend. Et puis on compose avec ça. On dit pas, tu pèses combien, toi, à l'UDI? Toi, tu pèses combien, monsieur Glucksmann? Toi, tu pèses combien, aile gauche de ce parti de droite, ou etc. Aile droite de ce parti de gauche, ou etc. Ah ben, on va faire un truc, etc. Puis on va essayer de faire... Non, juste dire, tout le monde y sera. Et puis après, on dit, le Rassemblement national refusera. S'il y a un Rassemblement national, la France insoumise n'ira pas, etc. On est susceptible de trouver plein de gens qui ne sont pas forcément encartés, mais qui sont compétents. On peut trouver des gens dont la sensibilité soit patriote pour trouver un ministre de la Défense. Ça me paraît normal qu'on puisse donner la défense à quelqu'un qui serait patriote. Et qu'en revanche, on puisse donner, si on veut, la culture à quelqu'un qui viendrait de la France insoumise. Enfin, j'aurais rien contre ça pour qu'on puisse dire, ah bah oui, mais après, tous les Français pourront y trouver leur compte. Là, pas du tout. C'est moi, si j'y suis, les autres n'y sont pas. Si les autres y sont, je n'y suis plus. Donc de dire, ah mais faites-le, votre gouvernement. C'est pour ça qu'il a des difficultés. Parce qu'à chaque fois, c'est, allô, si je fais ça, ah ben moi je m'en vais. Bon d'accord, je le fais pas. Allô, si je faisais ça, ah ben moi je m'en vais. Ah bon d'accord, je le fais pas. Il l'a voulu avec sa dissolution. Oui, donc là je parle du Premier ministre, qui est dans une impossibilité totale. Il finit par faire un truc, il donne à Macron, et Macron dit, ah, trop de LR. Et après, il dit, bon, quand même, je lance un petit truc pour essayer de récupérer un peu la droite, qui aime, la gauche, qui aime les impôts, et il commence à dire à Darmanin, bon, l'état des finances, donc je crains qu'on soit obligé de les imposer. Ah, les impôts, mais si c'est les impôts, on n'en veut pas. Et Darmanin qui joue sa carte personnelle, bien sûr, et Attal qui joue aussi sa carte personnelle, dit, ah, mais s'il y a des impôts, on n'y va pas. Donc c'est pas compliqué, chacun il va y aller de son exigence en disant, mais moi monsieur Barnier, je veux que vous soyez habillé en clown, et si c'est ça, je vote pour vous. Si vous n'êtes pas habillé en clown, je ne voterai pas pour vous. Et donc il y a Barnier qui dit, bon, si je mets juste le nez rouge, ça peut aller en gardant ma cravate, etc. On dit, bon, peut-être, mais il faudra quand même mettre un chapeau avec des petites boules dessus qui clignotent, etc. Bon, je peux faire ça. Et ces gens-là se disent gaullistes. Non, il y a juste un moment donné où on dit, le général de Gaulle, c'était contre les partis. C'était contre le régime des partis. Que fait Barnier? Il ne fait que peser les partis. C'est Voltaire qui parlait de peser des œufs de mouche dans une toile d'araignée avec un trébuchet sensible, etc. Il fait ça. Et de toute façon, il sait qu'à chaque fois, il y a 5 ou 6 tireurs de balles-trappes et que dès qu'il va sortir quelque chose, il va se le prendre, le pétard. Donc il y a un moment donné où il va falloir qu'il comprenne que c'est pas faisable. Il y a un moment donné où quand ce sera fait, il verra que c'est pas tenable. Et quand on aura avancé, dans 10 mois, Macron dira, vous avez vu le chantier là? Donc je dissous à nouveau, puis soyez sérieux, quoi. Votez bien, évitez d'eux, etc. Puis on rejouera le jeu, etc. C'est-à-dire que ça échappe. C'est comme une anguille entre les mains de Macron, ça échappe. Cette fameuse grenade qu'il a dégoupillée pour le mettre dans les jambes, c'est ce qu'il a dit quand même, hein, Macron. Ça y est, il a mis une bonne grenade et il voit que tout le monde est estropié. Et que tout le monde saigne partout, il dit, il va falloir qu'on fasse quand même le marathon, là, c'était prévu pour qu'on le fasse, on va couper la jambe, les 2 jambes, etc., moi, je suis en chaise roulante, etc. Et là, on est dans une situation qui est la pire des situations de la 4ème République. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un président du Conseil, c'est-à-dire que quand on a trouvé un président du Conseil, il n'arrive pas à trouver de majorité, et comme dans la 4ème République, le premier nul venu dira, mais moi je vote contre, et ce gouvernement est mort. Donc c'est ingérable. Un gaulliste dirait, je m'en vais, c'est normal. D'abord, un gaulliste, il serait déjà parti depuis très longtemps, parce qu'avec le mépris du peuple à chaque fois, Macron, il dit, j'ai perdu les européennes, j'ai perdu. Voilà. Je dissous, je perds les élections, je m'en vais. À chaque fois, il dit, ah non, j'ai pas perdu, je reste, donc je continue.
Et puis, surtout, on s'est servi du Rassemblement national pour dire on n'en veut pas, et on a dit à la France insoumise d'aller voter avec nous, hein, bien sûr, pour éviter le fascisme, oui, bien sûr. Et puis après, quand ils sont au pouvoir grâce à la France insoumise, ou oui, plutôt à la France insoumise, c'est quand même Mélenchon qui pilote tout ça, ils disent, mais non, mais finalement, on va pas faire avec ces gens-là, ils sont anti-républicains, donc non. Mais on vous donne quand même des présidences à l'Assemblée nationale, on n'en donne pas aux autres. Hein. Et puis tout le monde fait semblant d'aimer ça. Il y a eu par exemple une procédure d'empêchement. Enfin, quand on a dit on va faire de telle sorte que Macron puisse cesser d'être président, il suffit juste de voter. Mais pourquoi n'ont-ils pas voté? Ils veulent continuer la soupe, quoi. C'est-à-dire les socialistes disent on est d'accord pour que ça ait lieu, mais on votera pas pour. Et le Rassemblement national aurait pu dire bah oui. Mais non, nous respectons les institutions, mais c'est pas anticonstitutionnel que d'utiliser la Constitution pour dire de quelqu'un, nous avons voté, nous trouvons que vous êtes inapte. Ça fait partie, l'inaptitude, des catégories qu'on peut lui associer à son gouvernement. Il n'arrive pas à gouverner la France, et puis il méprise, enfin c'est facile de le démontrer depuis des années. Donc c'était tout à fait possible de le mettre à la porte, et tous ont dit non, on peut le mettre à la porte. Si on le met à la porte, on perd notre poste. C'est aussi ça, le truc. On risque d'avoir été député 3 semaines, quoi, ou 2 mois. Et donc, non, on veut quand même continuer à exister, etc. Alors que aimer les Français, ça aurait été de dire ça. La France et les Français, en disant non, ce monsieur est dangereux pour la nation. Il est dangereux pour le peuple qu'il méprise. Il est dangereux pour l'histoire de France. Il est dangereux même pour plein de gens, en laissant faire l'immigration, la misère, la pauvreté, le chômage, les frontières, etc. Enfin, dès qu'il y a un viol, dès qu'il y a un refus de s'arrêter, dès qu'il y a un coup de couteau, il y a Macron qui est derrière. Il faut quand même qu'il pense qu'il n'a pas que des droits en étant Premier ministre, mais qu'il a des devoirs. Et que le devoir, c'est au moins d'écouter le peuple, ce qu'il ne fait jamais. Mais à revers du macronisme, on a essayé, nous, de penser le populisme et la question du peuple. J'invite les gens qui nous suivent à se procurer la revue, à la lire et à nous dire ce qu'ils en pensent. Merci beaucoup, Michel. C'est moi qui vous remercie.